pourra peut-être vivre un peu plus dignement, un de ces quatre. Exactement. En tout cas, on reçoit Jonathan Attias, qu'on a déjà reçu il y a quelques semaines, Oui. qui avec sa compagne, qui nous fait le plaisir de nous rejoindre en direct pour parler de l'instruction en famille, parce qu'il bataille, pas que sur ce créneau-là, il bataille depuis des années pour faire valoir le droit à l'autonomie, le droit à l'habitat léger. Ils ont fondé un mouvement qui vraiment, selon moi, est vraiment primordial, la désobéissance fertile. J'aime bien le commentaire de Flo là, effectivement, j'aime votre côté humain pour les sujets traités. Merci voilà. de nous dire ça. Effectivement, je pense que c'est bon aujourd'hui, et même au niveau politique. C'est-à-dire que là, nous, on est juste des citoyens à la base, on en a marre du bullshit qui est servi, que ce soit dans les médias, que ce soit dans le narratif du gouvernement. Donc arrêtons de prendre les gens pour des cons, on est tous pareils. Parlons normalement, parlons vraiment, on n'a rien à cacher. Quand on n'a rien à cacher, on peut parler librement. Et alors demandez-vous pourquoi parfois le narratif est... Et oui, nous on est sans langue de bois. Et d'ailleurs, Jonathan et Caroline qui sont avec nous, je les connais depuis un moment. On a fait des choses ensemble, on a bossé. Je suis allé les rejoindre sur place. Ils ont obtenu plein de victoires. Ils ont aussi parfois eu des obstacles. Ils vont nous en parler. Et donc je vous disais, Désobéissance fertile, un mouvement très humain, mais aussi très concret pour se réapproprier le droit à vivre en autonomie. Ils vont nous expliquer tout ça. Déjà, Jonathan et Caroline, comment allez-vous ? Eh ben, ça va bien. Merci de nous retrouver. Aussi, vos débats sur le journalisme, vous nous entendez ? Ouais, très bien. D'ailleurs, toi, toi, tu connais bien toutes ces questions-là. Et puis, tu as aussi fait un documentaire qui s'appelait à l'époque Déclic de conscience. Alors, c'est à cette occasion que je t'avais rencontré. Sur les semences, les semences libres, voilà, parce que c'est aussi un domaine où la liberté malheureusement n'a pas lieu. Et t'as commencé par là et t'en es arrivé là où tu en es. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la désobéissance fertile et ensuite sur l'instruction en famille ? Ouais, volontiers. Tu veux que je me lance ou tu vas, Caro ? Déjà, je voulais reprendre ce que vous disiez sur la question du journalisme très brièvement. Ouais. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a une chance qu'on n'avait pas auparavant. C'est que n'importe qui aujourd'hui, à travers une caisse de résonance, lorsqu'on a une caméra, lorsqu'on a Internet, peut devenir journaliste. Donc, en fait, ça ouvre des perspectives phénoménales par rapport à ce que sont les gros, pas les gros. C'est qu'en fait, dans la propagation de l'information, maintenant, on peut se permettre ce qui n'était pas possible par le passé, ou en tout cas dans une moindre mesure beaucoup plus compliqué. Ouais. Donc même si vous parliez de la modestie de Nexus par rapport au plus gros, ce que j'entends, en fait vous avez un impact qui est phénoménal malgré tout, et à tout moment, quand bien même cette caisse de résonance n'est pas celle du Figaro ou d'une autre, sur une info ponctuelle, vous pouvez propager aussi et avoir énormément d'impact à partir de là. Il ne faut pas le sous-estimer, je pense. Merci beaucoup. Et pour parler de la désobéissance fertile, c'est un mouvement qui invite tous les êtres humains en fait, à vivre comme ils l'entendent, c'est-à-dire proche de la nature, en respectant les écosystèmes dans lesquels ils s'installent et reprendre possession un peu de ces moyens-là pour vivre non pas de façon coercitive à travers les lois, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui on est dans une petite boîte dans laquelle on est enfermé et on s'autorise même plus à penser par nous-mêmes, mais justement de se réapproprier ces connaissances qui étaient des connaissances millénaires. Hier j'étais avec un paysan qui a 80 ans qui nous racontait qu'en fait la vie n'avait absolument pas changé. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est le fait que nous on soit plus au rendez-vous dans la nature. La nature, elle est toujours présente. Lui, il avait son potager, il avait ses moutons, ses poules. Il continue à vivre de façon naturelle comme ça. Il me dit, mais moi, rien n'a changé en 80 ans. C'est une illusion de croire que ça a changé. C'est parce que, en fait, on est plus à ce rendez-vous dans la nature que les choses changent. C'est pas la nature en elle-même qui bouge. C'est vrai. Caroline, en plus, moi qui ai découvert énormément de choses grâce à son boulot. D'ailleurs, je crois qu'on avait fait une interview vidéo avec toi, Caroline, sur c'est encore dans le même, c'est un peu un domaine différent, mais finalement c'est pareil, c'est l'autonomie dans l'accouchement. C'est un énorme, en fait, c'est ce qui se passe dans ce pays. Donc ça rejoint un peu votre quête de liberté. Où toi, tu as investi ça aussi en parallèle de la désobéissance fertile pour promouvoir l'autonomie. On en parle souvent. C'est promouvoir parce qu'en fait, tout est fait malheureusement. Moi, j'ai découvert ça avec Caroline que tout est fait dans ce pays malheureusement pour priver les femmes de ce moment sacré. Et en fait, il y a des sages-femmes, des doulas, des personnes comme Caroline qui arrivent à redonner cette autonomie-là. Est-ce que Caroline doula, qu'est-ce que c'est ? Caroline, on le dira mieux que moi, je pense.
Alors moi, c'est une pratique que j'ai découvert en Amérique latine et en fait, là-bas, il y a beaucoup de femmes qui accouchent encore à la maison et qui se font accompagner. Du coup, la sage-femme a rarement le temps de faire tout l'accompagnement humain Hmm. et aussi tout le travail un petit peu de conseil et de déblayer ce qui existe. Et elles sont rarement formées à la physiologie aussi, nos sages-femmes. Donc moi, je suis formée à la physiologie de l'accouchement, au maternage proximal, etc. Et je vais essayer d'aiguiller les parents sur ce que le corps, les éclairer sur ce que le corps a prévu qui se passe et quelles sont les meilleures conditions pour que ça arrive bien et de façon respectueuse pour l'enfant et pour le couple. Et donc voilà, donc c'est vraiment un accompagnement psychologique, émotionnel, mais aussi tout un travail de conseil et de réappropriation de savoir autour de l'enfantement. C'est vraiment formidable parce qu'en fait, ça rend, moi je trouve, votre parcours, votre boulot complètement cohérent puisque ça vient toucher à toutes les strates qui concernent l'humain, quoi. C'est-à-dire l'enfantement, l'accouchement, ensuite la vie dans la nature, l'autonomie alimentaire et l'autonomie du coup de l'instruction en famille. Voilà, parce que c'est autre sujet que vous avez découvert un peu malgré vous finalement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes tombé là-dedans et quelles péripéties vous avez rencontrées dernièrement? Ouais, bien sûr. Moi, je pense que c'est intéressant juste avant de parler un peu de l'accouchement, parce que là encore, il y a eu une dépossession, mais monumentale. Moi, j'ai découvert ce sujet par hasard, parce que quand Caro était enceinte de Mani, il a fallu en fait se poser la question de savoir si on avait une maternité ou pas. Oui. Et en fait, en France, alors que on rembourse l'accouchement dans un hôpital, alors même qu'on sait très bien que les conditions, elles sont catastrophiques aujourd'hui dans les hôpitaux. Il faut savoir qu'autrefois, les gens qui accouchaient dans les hôpitaux, c'était des gens qui n'avaient pas les moyens, parce on savait très bien que tous les parasites, tous les trucs sont dans les hôpitaux. On demandait à une femme de se mettre les jambes en l'air avec de la lumière pour le plaisir du médecin. C'est une catastrophe. Et en fait, toutes les sages-femmes aujourd'hui, il y a une espèce de guerre qui est mise en place. Il y a une chasse aux sorcières qui est faite. Et on est en train de retirer, là encore, cette capacité, et tu le sais mieux que moi, toi, Caro, mais pour les femmes de pouvoir exercer ce droit-là. Alors que c'est le droit, là aussi, le plus fondamental qui existe, de pouvoir être dans son foyer, de pouvoir le faire de façon sereine. En fait, il se passe la même chose à tous les niveaux. C'est-à-dire que désobéissance fertile, on travaille beaucoup sur une transition écologique pour les humains avec une façon de vivre différente avec l'habitat léger, une transition agricole avec le fait que l'habitat léger puisse être permis aux agriculteurs. Et en fait, l'instruction en famille, qu'est-ce qui se passe? C'est juste la possibilité qu'il y ait des petits êtres humains qui puissent apprendre différemment de ce qu'on apprend à l'école, parce que on apprend qu'avec certaines formes d'intelligence, moi, ma petite fille de 6 ans, là, qui a recommencé l'école et qui va à l'école pour la première fois, on lui apprend la Seconde Guerre mondiale à 6 ans. Ah ouais, c'est un délire. Et donc, elle rentre, elle me dit, maman, je comprends pas parce qu'en fait, moi, j'ai des problèmes avec Théo depuis le début de l'année et que la prof, elle sait pas comment régler les problèmes de violence qu'il y a entre les enfants. Et donc, elle nous apprend la guerre alors qu'en fait, finalement, elle a toujours pas compris comment faire la paix. Et je trouve que c'est brillant déjà de sa part et je me dis en fait le fossé qu'il y a entre ce qu'on aurait besoin d'apprendre à nos enfants et ce qu'on continue perpétuellement à leur apprendre, c'est le même fossé que ce qu'on a compris de ce qu'il faut faire en agriculture et qu'on ne fait toujours pas, et en plus on met des bâtons dans les roues de ceux qui essaient de trouver un nouveau modèle. L'accouchement, c'est pareil. Aujourd'hui, on est des attardés en France au niveau de l'accouchement. Il y a d'autres pays comme l'Angleterre où tu vas dans ta PMI et tu as une affiche qui fait la promotion des doulas. Nous, on considère encore que les doulas, c'est des sorcières avec des bâtons de sauge. Ouais, c'est encore connoté, il y a des préjugés encore là-dedans, quoi. Exactement. Donc en fait, dans tous ces domaines, il y a la même chose, c'est-à-dire un espèce de courant dominant ouais. Et qui empêche toute forme de diversité d'exister. Et l'idée, c'est pas de critiquer. Ce qui se passe à l'hôpital est critiquable, ce qui se passe à l'école est critiquable, ce qui se passe en agriculture est critiquable, mais c'est même pas là le point. Le point, c'est pas de dire c'est bien ou c'est mal. Le point, c'est de dire nous devrions avoir la liberté de faire différemment et d'expérimenter d'autres perspectives et d'autres possibilités. Et ça,
Ça, c'est une atteinte fondamentale à nos libertés. En fait, pardon, ouais, vas-y. Non, je dis, il y a Veritas qui explique, parce que moi je suis vraiment novice là-dessus, une doula, c'est une personne formée pour accompagner émotionnellement et physiquement une femme pendant la grossesse, l'accouchement et parfois même après la naissance. Voilà. Je connaissais pas, moi, donc je découvre. Okay. En fait, dans tous ces sujets, on va pouvoir explorer, parce que nous, on ressort de procès, effectivement, sur l'instruction en famille, où on était jugés comme des criminels la semaine dernière. Donc, on va pouvoir rentrer dedans. Mais il y a quelque chose pour moi, de très important et que j'ai envie de souligner, c'est qu'aujourd'hui, on s'insurge, là, dans cette émission, dans plein de vidéos que j'ai pu voir, dans plein de prises de position virtuelles, d'ailleurs, plus que physiques, finalement, de l'état du monde. Ouais. On voit qu'on court à sa perte et on voit qu'on se fait véritablement malmener par les institutions qui s'autorisent de réduire nos libertés sans craindre quoi que ce soit de notre part. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est suréduqué, on est surobéissant. On laisse faire et tu vois, je pourrais vous parler de la loi agricole dans laquelle on a travaillé où en fait, il y a eu des administrateurs qui n'avaient rien à voir avec la loi qui ont censuré notre loi. L'amendement que des députés allaient déposer. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont non élus qui vont censurer ce que les députés vont aller déposer pour que ce soit voté et débattu. Et tout est normal. Et en fait, aujourd'hui, on pourrait aller hyper loin dans cette restriction de liberté parce qu'elle va avoir de cesse d'avancer, finalement. Jusqu'à temps, en tout cas, qu'on ne montrera pas les dents, en fait. On ne montrera pas les crocs en tant que société, en tant que peuple. Aujourd'hui, le peuple, il est enfermé chacun chez soi devant son ordinateur à regarder YouTube, Netflix, Facebook et autres. Et en fait, on ne se réunit pas. On ne se réunit pas et on n'exerce pas de rapport de force à la mesure des enjeux que l'on subit actuellement. Et tant qu'on n'ira pas sortir parce qu'on n'aura pas peur de perdre nos acquis, tant qu'on n'ira pas se battre par rapport à ce qui nous semble être injuste, eh ben en fait, on subira pour l'instruction en famille, on subira pour l'habitat léger, on subira pour l'agriculture et ainsi de suite. Et voilà. D'où votre propos de désobéir. En fait, votre propos, c'est pas de faire la révolution, c'est de désobéir et de chacun cette responsabilité par la désobéissance, justement, de faire vaciller les pouvoirs et de se battre sur chaque point. C'est-à-dire ce que vous avez fait dans le domaine de l'habitat léger et puis là dans le domaine de l'instruction en famille, vous avez défendu votre droit d'être humain à choisir librement finalement. Ouais, de toute façon, les chiffres, ils sont là. Sur 70 000 familles qui font l'instruction en famille, il y en a que 100 qui sont une centaine qui sont en désobéissance. Donc, et c'est pas du tout pour les accabler, c'est juste pour dire que voilà, les gens n'ont pas le courage, la force, le temps, l'énergie d'aller vers ce chemin-là. Je crois qu'il y a aussi l'État est très fort pour ça. Il y a une espèce de chape de plomb en fait avec la désobéissance où les gens ont hyper peur des conséquences, alors que très souvent sur des choses hyper légitimes comme l'habitat léger pour les agriculteurs, comme l'instruction en famille, finalement, il y a des choses tellement pires dans la vie. C'est très compliqué de punir vraiment les gens parce qu'ils ont une yourte sur un terrain ou parce qu'ils ont gardé l'instruction de leurs enfants. Donc en fait, c'est plus une espèce de main invisible, pesante, qui fait peur un réel danger palpable ou une réelle menace pour nous. Mais en fait, ils nous ont tellement fait, on a tellement intégré, que aller le procès, l'État, la police, tout ça, ça nous fait tellement peur. C'est vrai que ça fait peur, bien sûr, d'être confronté à ça. Mais oui, c'est ça. En fait, ce que tu voulais dire, c'est le citoyen a intégré son impuissance qu'on nous inculque face à ces mastodontes, à l'État, à ces institutions qui font peur. Et dès qu'on envoie un courrier, dès qu'on reçoit, j'imagine vous avez reçu ces courriers qui vous disent ne faites pas ci, ne faites pas ça. Vous êtes menacé d'expulsion, vous êtes menacé alors que vos enfants soient placés, etc. Parce que vous avez eu déjà des combats sur l'habitat, maintenant sur l'instruction. C'est sûr que le citoyen lambda qui pense qu'il est faible, il se plie aux ordres. Mais on le voit surtout, et tout le monde n'a pas les tripes, n'est pas naturellement rebelle, ou je sais pas comment dire. Que Jonathan l'a très bien dit, on le traite à moitié de criminel pour faire ça. C'est-à-dire que derrière, en fait, dès que tu fais peur à l'État, dès que tu veux, c'est normal en fait d'être jugé de criminel parce que c'est limite. Tu fais peur à l'État.
qui veut te garder sous sa coupe, qui veut te garder dans ce manque d'autonomie. Et on l'a vu, on le voit finalement là tout à l'heure, on a parlé effectivement de comment ils essaient de prendre nos courriers pour nous surveiller, de comment ils essaient de mettre, tu peux pas avoir de salaire aujourd'hui sans avoir un compte en banque, c'est aussi une forme de manque d'émancipation. Tu as aussi on a des exemples comme ça, tu peux en avoir à l'appel. Oui, personne ne sait, les gens ne se rebellent même plus par exemple. On l'a vu pendant le Covid. Oui, alors le Covid, j'en parle même pas. Mais du coup, quelque chose comme sur le Covid, c'était allé tellement loin que là, il y a eu une forme de rébellion. Il n'y a pas eu de rébellion, par exemple, sur l'école à la maison, où effectivement... Ça, beaucoup moins. Mais parce qu'en plus, ils rendent les sujets complexes. C'est-à-dire qu'on n'interdit pas l'école à la maison, il faut demander un dossier à la préfecture. Mais la préfecture de Toulouse en interdit 90% en 2022. Alors justement, ce que je voulais demander à Jonathan et Caroline, parce que l'instruction en famille, il y a quelques années, si j'ai bien compris, c'était beaucoup plus facile pour les familles de le faire. C'était du déclaratif, si j'ai bien compris. Et maintenant, il faut remplir un dossier. Ouais. En fait, le droit d'instruire en famille, il existe depuis Napoléon, depuis 1821. Ok. C'est un droit qui, pendant 200 ans, a perduré. Et en fait, en 2021, on se rend compte qu'à la sortie du Covid, il y a tellement de familles qui ont fait l'école à la maison, mais qui ont voulu continuer là-dedans, que d'un phénomène qui était dans les statistiques marginales, il commençait à prendre de l'ampleur. Et donc, dans une politique de réduction de cette instruction en famille, ils ont mis en place ce changement de loi en le légitimant officiellement en disant qu'il y a un risque de séparatisme et d'endoctrinement, sauf que c'est complètement faux, parce que les chiffres de l'éducation nationale en 2021, ils disent bien que 98% des dossiers, enfin des familles instruites en famille, sont validés d'une année sur l'autre. Et les 2% restants... Il y a une inspection. Donc, c'est pas comme si ces enfants et ces familles, il n'y avait jamais un membre de l'État qui pouvait aller vérifier ce qui s'y passe. Donc, il y a un inspecteur qui vient chez vous pour vérifier, qui vient pour voir que tout va bien. En gros, que l'enfant, il n'est pas maltraité ou je ne sais quoi, c'est ça? Exactement. Nous, on les avait accueillis et donc, comme dans 98% des cas, ils reconduisent l'instruction en famille parce que ça se passe très bien. Et en fait, ils ont passé cette loi où on n'a plus ce droit constitutionnel que les familles avaient jusqu'alors, parce qu'il suffisait juste de remplir une déclaration et on le faisait de cette façon-là. Il faut demander l'autorisation et ils mettent 4 catégories pour pouvoir l'avoir. Soit c'est des raisons de santé, soit c'est parce qu'on fait du sport, soit parce qu'on fait partie des gens du voyage, soit parce que on est nomade, soit parce qu'en fait on va mettre un projet pédagogique pour l'enfant. Mais le projet pédagogique, quand il est soumis à l'académie, elle décide ou non si elle veut valider ou pas. Et en fait, d'une académie à l'autre, on passe de 30% d'acceptation à 50% et sans qu'il y ait de motifs apparents. Et donc, il y a plein de familles qui voient leurs enfants obligés de les rescolariser, alors que soit ils sont harcelés à l'école, soit ils ne sont pas adaptés pour ça, soit ils ont un projet qui est autre. Et donc en fait, on a retiré ce droit dans le silence le plus total. C'est-à-dire que je ne connais pas de politique qui s'est insurgée contre la perte de ce droit qui était quand même vieux de 200 ans en France. Et en fait, c'est du kidnapping, quoi. On est en train de kidnapper les enfants de 9h du mat à 17h. C'est l'État qui va obliger de les mettre sous couvert de mesures juridiques, d'amendes et d'être jugés pour cela. Miloud, qu'est-ce qu'il y a comme commentaire sur... Il y a beaucoup de réactions, je vois, sur ce sujet-là, fait énormément réagir. Exactement. Qu'est-ce que tu as relevé? Il y a beaucoup de personnes aussi qui demandent où est-ce qu'on peut suivre Jonathan et Caroline. Donc ça se passe sur Alors, il y a déjà Désobéissance Fertile. Désobéissancefertile.com. Ils sont sur YouTube, Instagram, etc. J'imagine, Caroline, toi aussi, tu as une chaîne à côté pour tout ce qui concerne les doulas. J'imagine que... Ouais, Tatadoula. Tatadoula. On a pas mal de commentaires. Nanouche qui nous dit idem, je suis complètement d'accord avec ce couple. C'est la désobéissance civile qu'on doit pratiquer au quotidien car c'est trop grave. L'école ainsi que l'habitat. Alors on a pas mal de il y a beaucoup de messages de soutien. Il y a beaucoup de gens qui vous suivent depuis longtemps, qui connaissent votre combat. Est-ce que tu as relevé des questions pour eux tout à l'heure, Adré, au début de... Pas vraiment des questions, plutôt des affirmations, des compléments justement à ce qui a été dit, et puis bien sûr des témoignages de personnes telles que Phil HD qui parle de sa plainte contre le maire de Vernay-les-Bains suite aux menaces qu'il a subies alors qu'il était commerçant dans ce village en vin. En effet, à cette époque, pour lui, c'était Jean Castex qui était encore maire du village à côté de Prades. Et il était potes tous les deux. Il a déménagé à Bayonne. La gendarmerie l'a convoqué pour lui
expliqué que sa plainte fait à Perpignan et depuis, en fait, il est complètement tracé par la municipalité. Par une municipalité. Oui, c'est qu'après, t'es ciblé une fois que tu es un peu le marginal avec. Bien sûr. Ouais, c'est alors justement, vous deux, Caroline et Jonathan, sur cette instruction famille, vous avez reçu ces courriers, ces inspections, etc. Tout se passait bien. Il y a eu ce changement de loi là, il y a 1 an ou 2. Et du coup, c'est là où les problèmes pour vous ont commencé. Et il y a une procédure judiciaire qui a commencé. Et du coup, vous avez dû passer devant le juge, quoi. Expliquez-nous un petit peu ce qui s'est passé. Et la semaine dernière, vous avez vu la conclusion. Oui, donc du coup, nous, on a quand même déclaré nos enfants en instruction en famille. On a fait une lettre en disant qu'on ne se soumettrait pas à cette demande d'autorisation, mais par contre, on faisait une déclaration comme tous les ans qu'on faisait l'instruction en famille. À la suite de ça, du coup, ils ont envoyé une lettre en disant obligation de rescolariser. Voilà, et on n'a pas répondu à ça. Et ensuite, on a été convoqués au commissariat pour ça. C'est du pénal, donc en fait c'est comme dans les films, tu sais, tu fais la photo comme ça avec ah ouais. Enfin, c'est hyper chelou, même au tribunal. Moi je sais que ça m'a choquée. Ils ont cité nos enfants comme étant les victimes dans l'affaire, quoi. Ah mais donc, c'est ahurissant, quoi. Ouais, donc c'est un peu chelou. Et en même temps, voilà, c'est la procédure aujourd'hui. Ce qui était intéressant, c'est que nous, on a défendu par rapport à notre droit d'autorité parentale, qui est un droit fondamental des parents. En fait, on ne peut pas nous retirer notre autorité parentale. Et quand tu nous dis 8 heures par jour, tu n'auras aucun pouvoir, aucun contrôle sur ce qui va être fait, dit à ton enfant, ça remet clairement en question notre autorité parentale. Ça remet aussi en question les droits fondamentaux des enfants. Et notamment leur bien-être. Et il y a des enfants qui sont profondément malheureux à l'école et qu'est-ce qu'on fait de ça et à quel moment on le prend en considération. Aujourd'hui, l'école ne répond pas aux besoins d'énormément d'enfants et c'est les enfants qui doivent se plier aux besoins de l'école. Et pour moi, et c'est d'ailleurs ce qu'on a dit dans notre défense, c'est justement tout le problème de notre société. Pourquoi on est dans une société où on est en perpétuelle augmentation des anxiolytiques, des antidépresseurs, etc. Tout ce qui fait que tu es malheureux dans ta vie, c'est que tu sais plus ce qui est bon pour toi, tu sais plus poser tes limites, tu sais plus faire les bons choix pour toi. Pourquoi tu sais pas les faire? Parce que l'école, elle t'a désappris à les faire. Moi, ma petite fille, à l'école, quand je vois qu'on lui dit qu'elle peut aller faire pipi, que quand on lui dit d'aller faire pipi, boire de l'eau, que quand on lui dit de boire de l'eau, il y a n'importe qui a un taf où on lui dit tu peux aller faire pipi que quand on te dit d'aller faire pipi et tu peux boire de l'eau que quand on te dit de boire de l'eau, ce serait considéré comme une violence au travail et certainement cet employeur a des problèmes. Très bon exemple. Tu sais on fait ça à nos enfants. C'est vrai, bon exemple. Mais tu sais qu'ils le font pour des ouvriers. Il y a une entreprise qui a été même pas condamnée pour ça, mais où il y a eu des accusations. C'est Amazon. Amazon, c'est ce qu'ils font. Exactement ça. Tu dois les pointer pour aller faire pipi. Ouais, c'est vrai. Ou un truc comme ça. Et c'est vrai que le parallèle est flagrant. C'est vrai quand on voit ça avec le monde d'entreprise, on se dit ça c'est condamnation directe. À l'école, non, ça passe, c'est normal. Moi j'aimerais bien. C'est étrange. Il y a 3 institutions en fait qui sont un peu là-dedans. Le travail, dans certains travails comme Amazon, l'école et la prison. C'est une forme de prison. D'ailleurs, il y en a qui ont d'incarcération. Aujourd'hui, c'est ce que nous dit notre petite fille de 6 ans quand on l'amène à l'école. Là, on s'est dit qu'on faisait quand même un essai d'1 an à l'école. Parce que le problème dans tout ça, c'est qu'il n'y a plus d'enfants en instruction en famille et que nous, on a besoin que nos enfants aient une enfance et des enfants avec qui jouer. Et si plus personne fait l'instruction en famille, c'est soit l'école alternative, nous aujourd'hui, on n'a pas les moyens, soit l'école publique. Oui, genre Montessori, les choses comme ça coûte très cher. Ou alors avant, quand c'était plus libre, l'instruction en famille, vous aviez beaucoup d'autres parents qui avaient leurs enfants avec vous. Et là, ça faisait vraiment un groupe et ils avaient du lien social. Et en fait, finalement, vous vous retrouvez isolé malgré tout. Donc, vous êtes forcé finalement d'aller mais sur l'isolement, du coup, c'est un sujet que j'avais pas mal suivi, l'école à la maison. Il y a quand même énormément de cas... Enfin, tous les enfants moi, que j'ai vus ont souvent une vie sociable beaucoup plus épanouie dans l'école à la maison. Dans les cas que j'ai vus, moi personnellement, qui est quand même une vingtaine de cas, mais parce que les parents les mettent beaucoup plus dans des activités sociales derrière. Et tu n'as aucun cas où la confiance en soi a été brisée. Moi, à l'école publique, j'ai vu énormément d'enfants qui ont été brisés. Moi, j'avais un ami que j'ai revu 10 ans après qui s'en est sorti, mais qui se prenait des
tanné de profs, mais j'ai jamais vu ça. Ou alors le prof de français en plus qui te détruit. Désolé, enfin il y a des très bons profs de français, mais j'ai vu moi l'école publique, j'ai fait full école publique moi quand j'étais petit. Si ce prof de français se reconnaît aujourd'hui. Non mais moi j'ai eu des profs abominables, enfin des trucs de dingue. Et c'est en fait c'est intéressant, un truc que je crois pas qu'on l'ait dit là dans cet entretien. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les réformes de l'école à la maison, ce qui se passe, c'est que maintenant tu dois monter un dossier. Dans ce dossier, tu dois avoir des bonnes raisons. C'est ça, c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Voilà, les 4 raisons, c'est soit médical, soit projet pédagogique, soit le sport, etc. Et j'aimerais qu'il y ait un et les test, gens du voyage. J'aimerais qu'il y ait un test un jour, peut-être de quelqu'un qui doit pas vraiment mettre son enfant à la maison, parce que quand tu tiens à ton enfant, tu vas pas prendre de risques avec ce dossier. Mais j'aimerais bien que quelqu'un fasse une sorte de faux dossier pour essayer de demander et de dire, moi ma raison, c'est que face à votre incapacité à faire une école publique pertinente et que je peux pas avoir l'argent pour mettre mon enfant dans une école privée, j'aimerais bien le faire à la maison. J'aimerais bien mettre ça et qu'on ait la réponse de la préfecture. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est terrible. Mais alors du coup, est-ce que vous avez, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez été condamné. Il y avait eu un jugement qui a été prononcé récemment. Ça a abouti à quoi? Donc, on était au tribunal correctionnel. C'était vendredi dernier à Limoges. Il y avait 3 juges qui étaient là pour nous juger. Donc, comme dit Caro, voilà, on a fait notre défense nous-mêmes, notre plaidoirie. On n'avait pas pris d'avocat, mais pour parler de l'intérêt supérieur de l'enfant, de l'autorité parentale, des conventions internationales des droits de l'enfant et tout ça, et surtout du fait de, face à une loi qui est parfaitement injuste, de désobéir et d'afficher en fait cette position-là pour faire évoluer la société. C'est pas seulement pour notre famille qu'on le faisait, mais vraiment pour qu'on obtienne une décision de justice qui fasse jurisprudence et à partir de laquelle les autres familles puissent aller en disant que on a obtenu la relaxe. Et donc on allait vraiment marteler ça face au juge, face à la procureure, pour dire il faut qu'on ait cette putain de jurisprudence. Et donc in fine, ils nous ont pas relaxé, donc ils nous ont déclaré coupables sur les motifs de non-scolarisation, mais comprenant les motivations qu'on avait et une façon peut-être pour eux de nous soutenir aussi, nous ont fait une dispense de peine. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune contrainte qui s'exerce par rapport à cette décision. Et c'était une façon pour eux de ne pas délégitimer la loi, parce qu'ils n'arrêtaient pas de répéter la même phrase. Ils disent, nous sommes des serviteurs de la loi. On dit on n'est pas là pour la contester et on ne veut pas que ce procès devienne politique. Donc en fait, ils ont fait ça pour nous aider par rapport aux moyens qu'ils avaient pour ne pas se délégitimer eux-mêmes. Mais ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que la justice ne fait pas de la justice. La justice, elle est là pour appliquer le protocole. Il n'y a pas de débat de fond. Oui, il n'y a pas, c'est ça, aucun débat. On va pas aller sur le fond, on va juste essayer de mettre dans les cases, si ça rentre pas, condamnation, quoi. Voilà. On s'en fout du résultat. C'est coquille vide. Et donc c'est pour ça qu'il faut avoir des avocats, parce que il y a des avocats pour comprendre, pour parler le langage procédural avec des termes techniques plutôt que de réfléchir en termes de fond sur les sujets. Et moi, c'est d'une tristesse en fait de voir à quel point il y a une dépossession de ces sujets-là à un endroit où on pensait que c'était peut-être même le seul où on pourrait finalement faire changer les choses. Là encore, la justice, elle veut pas se mouiller et surtout, elle va prendre ce que dit la loi au pied de la lettre pour ne pas la délégitimer. Donc en nous faisant bien comprendre, et ça c'était assez bluffant, que sur le fond ils étaient d'accord avec nous. Enfin, dans ce qu'ils disaient que dans la gestuelle d'acquiescer quand on disait quelque chose, etc. On sentait qu'ils étaient d'accord sur le fond du sujet, mais qu'ils n'étaient pas là pour juger si c'était juste ou pas. Oui, c'est ça. Mais mais pour appliquer ce que la loi dit, quoi. Ils étaient coincés, ouais. Et il y a une association en France dont on fait partie, donc j'aimerais parler, c'est Enfance Libre. Enfance Libre, ok. C'est un mouvement en fait qui va réunir 140 familles en France, qui va aller en procès, qui va aller aussi contacter les députés pour refaire changer cette loi, parce que si elle a changé dans le mauvais sens, elle peut potentiellement changer aussi dans le bon sens. Alors on espère toujours, mais et donc eux se mobilisent aujourd'hui pour faire évoluer les choses. Allez sur enfance-libre.fr. Voilà, donc tout à l'heure je vous disais c'était désobéissancefertile.com, ça c'est votre association, donc ça, ce dont tu parles à l'instant, enfance-libre.fr.
pour aider les familles qui veulent rester libres dans l'instruction en famille. Ouais, et faire évoluer les droits. À chaque fois, c'est ça la question et c'est ça l'enjeu. Pour prendre la chose un peu plus largement que ça, et ça peut permettre de passer aussi peut-être à autre chose là-dessus, c'est qu'en fait, aujourd'hui, la population, elle est ultra déprimée. Depuis les confinements, depuis le Covid, et je t'en parlais quand tu m'avais interrogé il y a quelques semaines, c'est que nous, on sent dans les milieux militants qu'il y a une espèce de déprime de fond, une déprime sociétale, Ouais. où les gens pensent que ça y est, c'est fini, il n'y a plus rien à faire, tout ce qui va être entrepris va être interdit, que de toutes les façons on fonce dans le mur. Et donc, qu'est-ce qui va générer à partir de cet état de déprime? C'est une espèce d'apathie et d'acceptation de tout ce qui va pouvoir se mettre en place contre l'intérêt général. Et en fait, il faut lutter contre ça. Il faut pouvoir conserver en fait cette forme d'espoir comme une graine que l'on va arroser chaque jour. Et c'est hyper important qu'on ne sombre pas dans la déprime, quand bien même on échoue, quand bien même on perd un procès, quand bien même une loi qu'on veut faire passer ne passe pas, quand bien même on voit les difficultés, mais qu'on puisse aussi voir non seulement la beauté qui peut exister et la capacité d'émerveillement qu'on peut avoir dans le monde, et surtout ne pas nous laisser abattre. Il faut qu'on puisse conserver toujours cette force, nous renouveler, apprendre de nos expériences. On va tout le temps chuter, mais se relever et en fait ne pas laisser les choses faire parce que c'est la pire chose qu'on puisse faire. C'est sombrer dans la déprime comme ils veulent. C'est ce qu'ils veulent. D'ailleurs, il y a des scientifiques en étudiant la dépression qui se sont rendus compte d'un phénomène qui s'appelle l'impuissance acquise. Oui. Et en fait, des événements forts comme le Covid ou d'autres dans notre enfance vont nous marquer tellement profondément sur notre impuissance que dans de nouvelles situations où on aurait un pouvoir d'agir, on a tellement absorbé comme étant quelque chose, une espèce de fatalité qu'on n'essaye plus. C'est hyper intéressant. J'ai trouvé ces études et je pense que c'est quelque chose qu'il faut conscientiser, qu'on a quelque part acquis cette impuissance. Même avec ce qui s'est passé avec les gilets jaunes, comment ils ont pu matraquer les manifestants et ces festins, etc. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui est en train d'essayer d'être généré étatiquement. Et si la dépression, c'est aujourd'hui l'état dans lequel ils veulent nous maintenir, alors la joie devient un acte politique et c'est hyper important de cultiver ça dans notre quotidien, des espaces qui nous régénèrent et qui nous donne cette énergie d'aller de l'avant et d'y croire, quoi. C'est vrai que le véritable combat, c'est de garder la foi, l'espoir, parce que même si on n'a pas de victoire, garder comme tu disais, la joie, l'espoir, c'est ce qui permet de résister. Et d'ailleurs, avec tout ce qu'on a vécu pendant le Covid et tout ce qu'on a vu là avec le discours de Macron récemment, qui veut nous refaire partir en guerre, et ça y est, c'est la 3e guerre mondiale, qui veut refaire sombrer les gens dans la peur. Pourquoi? Comme tu disais, Caroline, nous remettre dans le désespoir et la dépression. Et effectivement, ne pas tomber dans ce jeu de la peur, c'est déjà la première et la plus évidente des résistances. Et ça, vous l'incarnez parfaitement, je trouve, depuis tout tant d'années. Ouais, et moi, j'ai envie de vous lancer un message là-dessus à vous, parce que vous avez ce pouvoir d'influence. Ça va dépendre aussi la peur de ce qu'on lit, de ce qu'on regarde, de ce qu'on écoute, des sujets de conversation qu'on choisit. Et nous, avec Jonathan, par exemple, on a vraiment ce parti pris avec les gens ou entre nous de se dire que si c'est des choses sur lesquelles on se sent impuissant, on est content de savoir, mais on va pas en parler en boucle parce qu'en fait on le met de côté et on préfère parler de choses sur lesquelles on se sent un pouvoir d'action ou de transformation, etc. Et je pense que c'est hyper important d'aller regarder qui on côtoie, quels médias on écoute, quels films on regarde, parce que tout ça joue sur notre imaginaire, sur notre énergie et sur ce qu'on va être en capacité plus tard de déployer. C'est vrai. Franchement, les amis, merci beaucoup. Je sais pas si vous voulez rajouter un petit mot avant de finir, mais en tout cas, c'est pour cet espoir partagé. Au-delà aussi des informations sur le militantisme que vous promouvez parfaitement. C'est aussi ça se voit sur vos visages, cette combativité, cette joie de vivre. Et c'est vrai que ça donne plus d'élan à l'autonomie que si on est dans l'anxiogène, dans la lutte dépressive, quoi. Je sais pas si vous voulez finir sur quelque chose. Ouais, Jonathan, je t'en prie. Je suis en train de découvrir actuellement que le plus grand révolutionnaire qui existe, c'était le Christ.
C'est vrai, hein, Ouais. je suis en train de découvrir ta pensée et vraiment, genre, je l'avais pas découvert comme ça. Et voilà, ça me paraît surprenant pour moi, juste comme moi, de découvrir. C'est pas grave, Ouais, mais c'est vrai que vrai, c'est intéressant. elle est Hein. révolutionnaire en fait, tu vois. Elle C'était- a 2000 ans, mais C'était le premier des gilets jaunes, le premier des résistants de l'humanité. c'est dingue, comme il appelle finalement à la révolte aussi, C'est vrai. comme il appelle à la réappropriation, à la souveraineté. Enfin, c'est éblouissant en fait. C'est vrai. Et c'est vrai que c'est même décorrélé du message religieux, hein, parce que c'est pas obligé d'accoler ça. Il y a des gens qui croient, d'autres qui ne croient pas. Mais en tout cas, le message derrière, c'est celui d'un vrai résistant, quoi. Complètement. C'est un vrai résistant. Mais franchement, les amis, merci pour ce partage, Merci à vous. pour ces informations. On vous souhaite de tout cœur que la suite de votre parcours, de vos aventures continue d'être remplie de joie. On espère de vous revoir très 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 bientôt. Et n'hésitez pas, vous êtes toujours les bienvenus ici pour partager cette joie de vivre et aussi les fruits de votre combat. Et vous avez inspiré beaucoup de gens dans le chat. Merci beaucoup. À On bientôt. retient l'invitation. Merci à vous aussi et que la force soit avec nous. Merci beaucoup. Merci les amis. Merci. Salut À très Jedi. bientôt. Bonne soirée. Salut les Jedi. Salut. Au Vous revoir. pouvez retrouver en tout cas Jonathan et Caroline sur la désobéissancefertile.com.